Bonjour à toutes et à tous. Je suis très très heureuse de vous accueillir à l'Auditorium du Louvre, encore en ce début de saison, puisqu'on est encore en tout début de saison, pour cette conférence de présentation de la très belle petite galerie Figures d'artistes qui a ouvert ses portes il y a quelques semaines, enfin il y a à peine 2 semaines, dédiée donc à la figure de l'artiste et dont les commissaires vont vous présenter l'exposition. Donc Jean-Luc Martinez, président directeur du Louvre, et Chantal Quillet, qui est agrégée de lettres et qui ont travaillé sur cette figure de l'artiste. Vous le savez, la petite galerie, maintenant vous connaissez bien cet espace, qui est un espace qui est dédié à l'éducation artistique. Je crois que c'est vraiment un projet très singulier au sein du Louvre et au sein des musées de façon générale, puisque le Louvre est un des rares, presque le seul à le faire ainsi, de présenter des chefs-d'œuvre, de présenter des expositions qui sont dans leur ensemble dédié à cette éducation artistique. À chaque fois aussi, il y a une autre création artistique qui est invitée. Donc nous avons invité successivement le cinéma, la bande dessinée, le théâtre, la danse, pas dans cet ordre-là complètement d'ailleurs, pardonnez-moi. Et cette année, c'est la littérature, ce qui donne vraiment peut-être un champ très large à cette notion d'artiste, à la fois d'artiste plasticien, mais d'artiste aussi littérateur et écrivain, et de montrer aussi combien cette figure de l'artiste est une figure de la réalité, de l'histoire de l'art, mais aussi de la fiction, d'une certaine manière, puisqu'elle nourrit non seulement les critiques, mais aussi la création littéraire. Je trouve que c'est une exposition formidable. Pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, précipitez-vous dès la sortie de cette conférence. Vous verrez avec une magnifique scénographie, dont je dois dire que je suis très fière parce qu'elle a été conçue par les équipes de ma direction et notamment les ateliers muséographiques, donc je leur rends honneur, avec un catalogue aussi vraiment extraordinaire, très bien, avec une très belle maquette, avec des textes passionnants, qui est codité avec le Seuil et que les commissaires auront la joie de vous dédicacer à la fin de cette conférence. Et je remercie beaucoup nos collègues de la Réunion des musées nationaux d'être là pour le permettre. Donc vraiment, merci infiniment à vous tous d'être là. Un très grand merci à Jean-Luc Martinez et Chantal Quillet pour cette présentation. Et puis à très bientôt, puisque la saison commence et avec un programme très riche, vous savez, à l'Auditorium, la chaire du Louvre qui a commencé avec Barry Flood la semaine dernière. Très bientôt, l'exposition Léonard avec une programmation très importante et puis beaucoup de choses encore à venir, mais dont vous avez eu sans doute connaissance dans les différentes publications. Donc à très bientôt, bonne conférence et un très grand merci à Jean-Luc Martinez et à Chantal Quillet. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue chez vous, puisque vous y êtes autant que moi. Donc on va avec Chantal avoir le plaisir de chercher à vous présenter ce projet, enfin qui n'est plus un projet, qui est réalisé, cette exposition. Dominique a rappelé l'essentiel des enjeux qui sont les nôtres dans cet espace un peu particulier, qui est un espace d'exposition assez modeste, 250 mètres carrés, dans lequel, année après année, nous cherchons à la fois à tester des formes de regroupement, mais également à rendre présent des arts qui peuvent dialoguer avec les arts visuels. Nous l'avons fait cette année autour de la figure d'artiste, à la fois à l'occasion d'un cycle d'exposition. Vous savez que la monographie est pleinement de retour dans ce musée avec l'exposition qui ouvrira à partir du 24 octobre consacrée à Léonard de Vinci, qui sera suivie au printemps prochain par une exposition consacrée à la sculpture de Donatello à Michel-Ange, parallèle à une exposition consacrée à Altdorfer, donc un autre de ces génies de la Renaissance peut-être moins connu. Alors comment se fait-il qu'au XVIe siècle, des personnalités artistiques aussi importantes aient pu voir le jour, être admirées, continuer à être admirées de nos jours? C'est cette histoire que nous avons voulu raconter. Et très vite s'est imposé en effet le parallèle avec la littérature, parce que ces artistes dont nous allons parler, ils ont un modèle, et ce modèle c'est le poète, à la fois créateur, démiurge, celui qui est capable de rivaliser avec Dieu même,
qui, avec la matière que sont les mots, est capable en effet de faire de l'art. Donc on comprend en effet que, en tout cas en Occident, mais ça vaut aussi pour la civilisation islamique ou par exemple pour la civilisation chinoise et japonaise, le modèle même de l'artiste, c'est d'abord le poète. Alors je nous invite peut-être à rapidement parcourir l'exposition et ses différentes sections pour que vous compreniez les propos et aussi un peu ce qu'on a souhaité faire. La première partie de l'exposition s'ouvre sur la question de la signature. Et c'est là un des intérêts des collections du Louvre, hein, je le dis souvent mais j'ai l'occasion ainsi de le répéter devant vous, la particularité du musée du Louvre comme le Vatican ou l'Ermitage, c'est de pouvoir avoir cette profondeur des collections depuis l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle. Hein, alors que par exemple, nos collègues du British Museum, le British Museum est un magnifique musée de culture et de civilisation, mais il n'y a pas de peinture au British Museum, par exemple. Donc nous pouvons, grâce à la richesse des collections du musée du Louvre, approfondir cette question de la figure d'artiste, avant même l'émergence au XVIe siècle des grandes figures artistiques. Est-ce qu'on distingue, comment est distingué l'artiste? Donc cette première partie est consacrée à cette question, autour de la question de la signature. Quel est le sens et la valeur d'une signature? Est-ce que, en faisant une petite histoire de la signature, on arrive à comprendre cette histoire de l'émergence des personnalités artistiques? Est-ce que quel est le sens d'une signature? Est-ce que ça va de pair avec la caractérisation, l'individualisation d'une personnalité artistique? Bon, c'est toutes ces questions qu'on a voulu poser, aussi pour apprendre à regarder les œuvres. Donc, et on espère qu'avec cette exposition, et j'espère pas seulement, donc le visiteur qui arpente nos salles pourra s'amuser à chercher les signatures d'artistes, les trouver dans les tableaux, les sculptures, comprendre ce qu'elles peuvent signifier, le jeu aussi que les artistes ont pu mettre en place avec cette question de la signature. Alors je rappelle, la profondeur des collections, c'est que les collections archéologiques permettent aussi d'interroger cette question de la personnalité artistique. Dans les mondes antiques représentés au musée du Louvre, et dans les langues anciennes, le mot même d'artiste n'existe pas. Le mot qui est utilisé, qu'on traduit par artisan, est en fait un mot qui désigne le caractère manuel de ces professions. C'est l'occasion de rappeler que dans la mythologie grecque et romaine, parmi les muses protégeant les arts, il n'y a pas de muse de la sculpture, il n'y a pas de muse de l'architecture, il n'y a pas de muse de la peinture, car pour les Grecs, ce ne sont pas des arts. Les arts, ce sont en effet les mathématiques, la littérature, voilà ce que sont les arts. D'où la place particulière des mathématiques et de la musique dans la conception antique de la pratique artistique. Alors si ce ne sont pas des artistes, pour autant, est-ce que l'on connaît dans ces cultures anciennes des personnalités artisanales et pourquoi se distinguent-elles? Alors vous avez à l'écran ici 3 objets très différents qui attestent l'existence ou la connaissance que nous pouvons avoir de certains de ces artisans. Donc pour le dire rapidement, les artistes n'existent pas vraiment et la majorité des productions que nous qualifions d'artistiques sont anonymes. Dans l'art égyptien, dans l'art du Proche-Orient ancien, dans le monde grec comme dans le monde romain. Donc les œuvres ne sont pas signées, elles ne sont pas individualisées et la signature n'existe pratiquement pas. Pour autant, avec cette stèle égyptienne, vous avez le témoignage d'un artisan qui prétend être un petit fonctionnaire comme un autre. C'est-à-dire qu'en effet, cette stèle, assez rare, atteste de son statut social, puisque ce sculpteur, il y a même des problèmes de traduction, est-il vraiment sculpteur? Bon, voilà, donc parce que justement, en hiéroglyphique, c'est difficile de comprendre quelles sont les différentes disciplines évoquées. En tout cas, ce chef des artisans a atteint un niveau social qui lui permet d'offrir une stèle et de montrer justement que par son travail, il a accédé à une forme de statut social. Et c'est ainsi qu'apparaissent certaines pratiques artisanales dans le monde égyptien. Le document qui est au centre, je suis très heureux de pouvoir présenter dans cette première partie de la petite galerie, est un document très étonnant. Il a été trouvé à Chypre et il porte une signature, si on peut appeler ça comme cela, en tout cas le nom d'un sculpteur. Alors il s'agit d'un masque de ce dieu égyptien Bès qui a été offert à Chypre, et c'est parce que c'est le sculpteur lui-même qui a offert au dieu cette offrande
qui la signe. Donc les premières attestations de ce qu'on appelle improprement des signatures sont en fait des marques de reconnaissance sociale d'un artisan qui a offert lui-même sa création à la divinité. C'est ainsi que certains noms d'artisans sont parvenus jusqu'à nous. Le cas le plus intéressant, le plus intriguant, ce sont les signatures ou noms d'artistes ou d'artisans qui apparaissent sur les vases grecs. La majorité de ces vases grecs, vous le savez sans doute, ont été trouvés en Italie, en Étrurie, et ce sont des produits d'exportation. Et apparaissent deux formules en grec ancien. Un artisan qui signe époiesen a fait, et un autre artisan qui signe égrapsène a dessiné. Donc, qu'est-ce que signifient ces mots? Alors, il n'y a aucune interprétation certaine. Hein. Peut-être que ça signifie, pour celui qui est poiesen, le maître de l'atelier, donc qui signe ainsi donc sa production. Et égrapsène, c'est l'artisan qui a dessiné le décor. On a voulu comprendre ainsi cette différence entre a fait et a dessiné. Mais on n'en est pas certain. Ce qu'on constate, c'est que la signature dans la céramique grecque est rare, qu'elle est très propre à l'Attique, donc à la région d'Athènes, et ce n'est pas un hasard, pour l'exportation, et notamment pour l'exportation vers l'Étrurie. Au point qu'on se pose la question si ces signatures d'artistes ne sont pas d'abord une marque de fabrique pour valoriser une production d'exportation. L'occasion de dire que contrairement à ce qu'on pense parfois, donc la valorisation des artisans est donc bien liée au développement d'un marché de l'art. Parce que souvent, vous savez, dans notre vision un peu particulière des choses, on oppose marché de l'art et discipline artistique. Pour les mondes médiévaux, là aussi, hein, l'ampleur des collections du Louvre permet de rassembler des œuvres de deux cultures complètement différentes. Vous avez ici deux chefs-d'œuvre, donc des collections nationales françaises. Le ciboire d'Alpais à droite et donc ce chandelier islamique à gauche. Là aussi, donc pour le monde médiéval occidental, la majorité des productions sont anonymes. Il est très rare donc que des noms d'artisans apparaissent. Ce maître ouvrage, donc chef-d'œuvre de l'orfèvrerie, donc du XIIIe siècle, est signé de manière très exceptionnelle. Alors, je vous rappelle qu'un ciboire, c'est cette pièce d'orfèvrerie qui contient les hosties, et à l'intérieur, donc ce qui explique que dans la petite galerie on le présente ouvert, vous avez en latin donc le détail de ce qu'on, là aussi on qualifie peut-être improprement de signature, la mention en tout cas du nom d'un certain Alpais. Alors on ne connaît pas cet artisan, hein, on ne le connaissait pas avant, on ne le connaît pas après, mais il signe en tant que maître en latin. Et donc, on devine par cette signature la structuration de ce monde d'artisans en corporation, avec des maîtres, avec des apprentis, et le fait que le chef-d'œuvre, c'est-à-dire ce qui fait qu'un artisan devient un maître reconnu de la corporation, c'est justement donc une pièce de ce type. Donc voilà une de ces rares mentions d'artisans du Moyen-Âge. De la même manière, donc l'extraordinaire chandelier que vous avez à gauche sur l'écran, il porte au pied de la bague du chandelier en écriture, voilà, donc très décorative, la mention d'un artisan qui se dit originaire de Mossoul. Et là aussi, il y a une difficulté à interpréter, puisque nous savons que Mossoul, en Irak actuellement, était le centre, le foyer principal de production de cette dinanderie de luxe, hein, donc objet d'apparat offert par les souverains du monde islamique. Et cette signature n'est peut-être pas tant une signature qu'une marque de fabrique, à savoir que cet artisan revendique ainsi son appartenance à ce foyer de Mossoul. Nous ne savons pas donc s'il était originaire de Mossoul ou si l'inscription signifie qu'il appartient, de la même manière que Maître Alpais se rattache à l'école de Limoges, il se rattache à l'école de Mossoul, qui est en effet réputée pour la qualité de ses productions. Alors bien entendu, tout change à l'époque moderne, puisque le moment de bascule dans le monde occidental de l'émergence de la figure d'artiste et la signature en est témoin, ce sont les 15e et 16e siècles. Et vous avez là deux œuvres du 16e et 17e siècle qui montrent l'apparition de la signature, avec aussi la complexité d'interprétation de ces signatures. Vous avez à gauche
Ici donc un tirage en bronze d'une œuvre de Jean de Bologne, et vous vous approcherez de l'œuvre dans les espaces de l'exposition pour comprendre que le centaure a un bandeau dans les cheveux, et sur ce bandeau est mentionné donc avec une abréviation l'auteur qui est Jean de Bologne. Alors ça pose une question, pourquoi ce petit groupe en bronze est-il signé ? Et là c'est toute une question aussi sur la valeur de l'art du multiple, car de la même manière que par l'estampe on peut multiplier les œuvres et que finalement il existe plusieurs estampes d'une même création de Rembrandt par exemple, il existe plusieurs tirages contemporain de la vie de Jean de Bologne, de ce petit bronze de Jean de Bologne. Alors, est-ce que la signature, parce que Jean de Bologne, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a sans doute dessiné, donc conçu le motif, il a peut-être réalisé le modèle en cire, mais ce n'est pas lui qui a fait ce tirage en bronze. Donc vous comprenez qu'on est à l'aube d'un phénomène grâce à cette technique de démultiplication des œuvres d'art, je citais l'estampe, mais le tirage en bronze en est un, où finalement l'artiste est celui qui a conçu donc l'œuvre, ce n'est pas obligatoirement celui qui a produit ce que vous avez sous les yeux. Et donc il commence à y avoir donc une différence, autre question de la création artistique, et notamment de la création contemporaine, c'est-à-dire la valorisation de la conception au détriment de la production. Et là, cet objet de prestige, il a été acheté par Louis XIV, il est rentré dans les collections donc royales françaises, c'est peut-être une manière pour Jean de Bologne de distinguer un tirage par rapport à un autre. Et vous voyez que la valeur de la signature a de nouveau une valeur d'authentification ou une valeur marchande. Alors du coup, bien entendu, dans le monde des 16e, 17e, 18e siècles, la signature, les artistes qui revendiquent cette place d'artiste jouent avec cette question de la signature. Donc je vous invite à regarder dans les tableaux, dans les sculptures, comment ils le font, de quelle forme. Et vous avez un exemple de ces jeux avec cette extraordinairement célèbre Vénus accroupie d'Antoine Coisevaux, donc commandé pour Louis XIV et pour les jardins de Versailles. Le modèle, c'est bien entendu un modèle antique, au point que Coisevaux signe 2 fois. Il signe d'abord de manière ludique en grec, vous le voyez, donc Phidias Eleois, c'est-à-dire qu'il fait référence à un extrait de la littérature antique, ou chez Pausanias, donc un auteur grec du IIe siècle après Jésus-Christ, décrivant donc les monuments grecs du Péloponnèse et notamment de la cité d'Élis, décrit une statue de Phidias offerte par les habitants donc de la ville d'Élis, représentant Aphrodite Urania, associée à une tortue, Aphrodite céleste. Et vous voyez donc le jeu littéraire et aussi d'érudition de Coisevaux qui représente son Aphrodite accroupie sur une tortue et qui signe comme si cette œuvre était une œuvre de Phidias. Donc ça suppose la connivence que l'artiste souhaite avoir avec son public bien entendu cultivé, qui lit le grec, qui était capable de déchiffrer la signature et qui connaît cette référence à Pausanias. Et on voit bien que cette œuvre et cette prétention à être un artiste ou un intellectuel comme les autres, elle passe par la référence à l'antique. Mais en dessous, vous voyez, il a signé cette fois-ci en français, donc Antoine Coisevaux, et en mettant la date. Donc cette association à la date est aussi intéressante, parce que parfois ils mettent la date, parfois ils ne mettent pas la date. Mais là, vous comprenez qu'il y a un jeu espace-temps, si j'ose m'exprimer aussi familièrement, à la fois avec cette référence en grec. On est à Élis au 5e siècle avant Jésus-Christ, devant l'idée d'une œuvre de Phidias, et puis subitement on est à Versailles en 1686, donc au temps de Louis XIV, devant une sculpture française. Voilà, donc ce jeu donc de la signature particulièrement subtile. Alors dans le domaine de la peinture, bien entendu, la question de la signature pourrait faire l'objet d'une exposition en soi, donc on ne fait que ébaucher cette question. On a choisi cette œuvre de Madame Vallée-Coster, d'abord parce que c'est son morceau de réception à l'Académie, donc c'est l'occasion de parler de l'Académie, puisque vous allez voir ça fait partie d'une des sections de l'exposition, et d'évoquer aussi le fait que de la place des artistes femmes dans l'Académie. Donc c'est ici l'occasion pour Madame Vallée-Coster de montrer son savoir-faire, sa maîtrise technique, à la fois de l'iconographie ou de l'iconologie, c'est-à-dire qu'il s'agit ici d'une représentation des arts et avec des matériaux. Donc vous avez ici l'icône de la sculpture antique, mais représentée en modèle en plâtre, qui est le torse du Belvédère. Et vous voyez allusion à la fois
au dessin, à l'architecture, à la peinture, donc bon, allégorie des arts. Donc voilà, elle montre en rentrant à l'académie sa connaissance de ce code symbolique et allégorique que doit maîtriser un artiste prétendant entrer à l'académie, et en même temps son savoir-faire. Et elle signe, mais elle signe de manière très particulière sur l'établi. Donc il faut aller chercher la signature, vous la voyez pas là sur cette image. Donc, et elle signe en mettant la date, qui est la date de présentation à l'Académie de ce tableau 1769. Alors, souvent, dans la petite galerie, on a souhaité non seulement envoyer à la fois. Cette petite galerie, elle est faite pour que nos visiteurs, vous, moi, voilà, tous ceux qui fréquentent le Louvre, progressivement, d'année en année, on apprenne à regarder les œuvres. On apprenne à comprendre le monde dans lequel elles sont nées. Et ce qui frappe, ce qui fait la valeur de la visite du musée, c'est la matérialité de ces œuvres. Donc dans chacune de ces expositions, on met en valeur une technique. Donc on l'a déjà fait autour de l'année dernière, c'était le dessin, l'année d'avant c'était la sculpture. Bon, voilà. Là, on a voulu le faire avec la peinture et en mettant en valeur aussi le travail des copistes. Parce que c'est une des missions du Louvre qu'on a su conserver dans ce musée, que de permettre à des copistes de venir travailler devant les œuvres. Donc on a demandé à une copiste de travailler donc sur une copie partielle donc, de ce tableau de manière très pédagogique pour expliquer aussi les différentes étapes de la création de la toile jusqu'au vernis. C'est l'occasion d'évoquer cette mission fondamentale à l'intérieur d'un musée de la copie et d'expliquer la technique de la peinture. Donc je vous renvoie à ces éléments pédagogiques présentés autour de ce tableau. Et là aussi, ça permet de rappeler que non seulement l'Académie a été un lieu pour les femmes d'existence, mais que la copie a été un moyen d'émancipation pour les femmes, puisque alors que les hommes pouvaient accéder à la copie d'après le modèle vivant, cette technique était interdite aux femmes. Et donc c'est au musée, et souvent dans ces vues de musée du 19e siècle, vous avez ici le Salon Carré en 1861, vous voyez les copistes travailler, et souvent ce sont des femmes. Pourquoi ? Parce que alors que leurs confrères hommes, eux, pouvaient dessiner d'après le modèle vivant, elles, c'est au musée qu'elles viennent se constituer ces modèles imaginaires. Et le musée a été un lieu d'émancipation des femmes artistes par la pratique de la copie. C'est l'occasion de le rappeler. Alors, je vous l'ai dit, la littérature et cette prétention intellectuelle à être finalement comme un poète, donc nous permet constamment, section par section, et dans le catalogue, voilà, on a voulu, avec Chantal et grâce à Chantal, comme ça, rappeler ce parallèle avec la littérature. Oui, alors on ne pouvait commencer la présence de la littérature qu'avec Homère. Et ce texte fait partie de l'ekphrasis du bouclier d'Achille, lorsque le dieu Héphaïstos sculpte et cisèle le bouclier d'Achille avant qu'il aille combattre les Troyens. Et Homère le décrit extrêmement précisément, puisque c'est une représentation de l'univers, et de l'univers à la fois cosmique et de la société des hommes sur ce bouclier. Ce que ce petit passage de texte montre, c'est que le poète est pour les peintres le modèle idéal, le modèle de l'artiste par excellence, pour deux raisons. D'abord parce qu'il est inspiré par la muse, ce qui est quand même important, et ensuite parce qu'il incarne l'inspiration de la muse dans le travail des mots, et à ce titre, il peut signer glorieusement Homère. Et donc, ça a été le grand modèle vers lequel les peintres et les sculpteurs ont souhaité tendre, c'est-à-dire, comme les écrivains, proposer une représentation embellie du monde. L'autre intérêt, je dirais, de la présence des écrivains dans l'émergence de la figure d'artiste, c'est qu'ils ont proposé aux artistes la fable avec un grand F, c'est-à-dire l'ensemble des textes, le répertoire mythologique et antique dans lesquels les artistes ont puisé leur inspiration. Et en somme, la littérature a proposé à la fois un modèle au départ à travers les écrivains, et puis un matériau d'inspiration, une sorte de répertoire de sujets et de formes
que les artistes ont pu exploiter. Alors après cette traversée par la signature dans le monde des artisans et des artistes, la deuxième section de l'exposition nous a permis, ce rêve, de rassembler une partie de la collection extraordinaire d'autoportraits du musée du Louvre. Parce que Dominique le disait, nous souhaitons en effet, par ces présentations, attirer aussi un public moins familier de nos disciplines. Comment le faire si ce n'est avec des chefs-d'œuvre absolus des collections. Ça permet aussi de répondre à une des critiques qui est parfois faite à notre musée, qui est que ce musée est tellement grand, avec une telle collection, que en effet, les présentations thématiques ou pédagogiques sont complexes. Je ne souhaite pas le faire au musée du Louvre, je l'ai fait à Lens, je le fais à Abu Dhabi, mais il est évident que la richesse des collections du musée du Louvre, c'est de développer par exemple l'ampleur des foyers artistiques de l'Italie de la Renaissance. Ce n'est pas de présenter la peinture italienne de la Renaissance de manière thématique. Alors pour autant, nous avons l'occasion ici de le faire grâce à ce regroupement exceptionnel d'autoportraits du musée du Louvre qui sont généralement présentés dans chacune de leurs écoles. Voilà, donc ce qui est, je répète, très bien, mais là, le fait de les rassembler, on se dit, voilà, quelle collection quand même, quelle collection incroyable. Et on a ainsi pu faire à la fois une petite histoire de l'autoportrait, qui est le signe peut-être le plus marquant de l'émergence de cette figure d'artiste. Les artistes, à partir du 15e, 16e siècle, ont à ce point acquis un statut social particulier qu'ils peuvent se prendre eux-mêmes comme sujet de peinture, ou pour les sculpteurs, de sculpture. C'est-à-dire que c'est la prétention ultime. Alors on va le voir, il y a différentes formes d'autoportrait. Je me permets de vous signaler un objet qui est méconnu, parce que c'est un objet qui est vraisemblablement le plus ancien autoportrait connu de l'art occidental, qui est cet autoportrait de Jean Fouquet, qui est en fait à la fois une signature et un autoportrait. C'est en verre doré et émaillé, qui appartenait à un retable qui a été démantelé, dont les fragments sont connus à Anvers et à Berlin. Et dans le cadre, donc, Fouquet avait inséré donc, cet objet unique, qui est à la fois une signature et un autoportrait, donc sans doute le plus ancien connu, qui est à la fois la volonté modeste, puisque c'était le cadre et pas dans le retable, alors que sur le retable, le donateur était lui représenté donc à taille humaine, certes modeste, mais d'une somptuosité. Allez voir ce petit bijou qui est présenté dans les collections d'orfèvrerie médiévale. Ça montre aussi que cet artiste qui peint, il est aussi orfèvre. Et vous savez justement que dans le monde du 15e, 16e siècle, les artistes vont prétendre aussi à cette polyvalence, c'est-à-dire à ne pas être limités à la maîtrise d'une technique. Parce que dans le monde des corporations médiévales, quand on est orfèvre, on est orfèvre. Voilà. Donc, et le fait d'insérer une signature de ce type est aussi ce signe. Alors après, je ne vais pas pouvoir commenter devant vous l'ensemble de ces chefs-d'œuvre mondiaux, parce que ça nous prendrait trop de temps, mais vous avez ici, par exemple, avec ce Solario, une autre manière de représenter le peintre avec le reflet. Donc tout au long des 15e, 16e siècles, il y a plein de jeux de cette manière-là, où le peintre apparaît dans un miroir. Ici, la figure du peintre apparaît dans le reflet sur la coupe. Donc vous vous approchez, donc là encore, jeu avec le visiteur, et dans le reflet, là, sur le pied de la coupe, vous voyez le visage du peintre, deux fois d'ailleurs, dont une fois à l'envers. Au point qu'on s'est posé la question si cette tête coupée de Saint-Jean-Baptiste n'est pas aussi un autoportrait donc, du peintre lui-même. Mais donc voilà, manière détournée d'apparaître dans la scène. Et puis, je suis particulièrement aussi heureux d'avoir pu choisir cet autoportrait de Dürer, qui permet aussi de comprendre des circonstances. Mais pourquoi certains de ces artistes ont osé se prendre comme sujet? Là, nous connaissons assez bien, grâce à l'inscription et à l'histoire de la vie de Dürer, les origines de cet autoportrait. Alors aussi un chef-d'œuvre absolu, absolument méconnu. Le Louvre a aussi une très belle collection de peintures allemandes.
Voilà cet homme qui s'est représenté plusieurs fois. Vous connaissez sans doute le célèbre autoportrait sous les traits du Christ, c'est-à-dire cette prétention d'être Dieu même, hein, donc l'artiste créateur par excellence. Là, nous connaissons les circonstances qui permettent de comprendre que cet autoportrait a été fait dans un cadre privé, puisque l'inscription le dit, c'est comme représentation qu'il offre à sa fiancée. Ce qui permet aussi sans doute de comprendre la manière dont il s'est représenté avec le chardon, donc, mais également en tenue d'élégant pour séduire. Donc, tableau qu'on pourrait qualifier de privé, hein, tableau d'ailleurs très rare, hein, sur parchemin, donc qui montre justement l'artiste prétend appartenir à ce monde qui est celui de l'échange des portraits entre fiancés, hein, qui est celui de la très haute société, notamment de la société aristocratique. Circonstances complètement différentes pour la création de cet autoportrait de Tintoret. Là aussi, un des chefs-d'œuvre des collections du Louvre, présenté dans la salle de la Joconde, et donc malheureusement peu ou pas regardé, donc, et qui a été une commande faite à Tintoret. Tintoret est à ce point un artiste célèbre en cette fin du XVIe siècle que se sont déjà constituées des collections d'autoportraits d'artistes. La plus célèbre, c'est celle que vous connaissez sans doute tous, qui est au musée des Offices à Florence, c'est le couloir, dit couloir Vasari, donc collection que les Médicis ont constituée d'autoportraits des artistes de leur temps. Donc les artistes sont devenus, pardon de cet anachronisme, mais des stars, enfin des personnalités qui comptent dans le monde intellectuel de leur temps. Et ce portrait de Tintoret a été commandé justement par un marchand qui voulait avoir sa propre collection donc d'autoportraits, qui a commandé à Tintoret son autoportrait. Artiste qui socialement est parvenu au fait de sa gloire et qui se permet justement ce portrait d'une très grande austérité, hein, ce maître de la couleur connu pour ses décors exubérants, il s'autorise voilà, à se prendre comme sujet, puisqu'on lui commande hein, cet autoportrait qui a beaucoup fasciné, qui a été très très copié, hein, il en existe de très nombreuses copies par des artistes aussi célèbres que Manet par exemple. Et puis quel plaisir de pouvoir mettre dans une même salle l'autoportrait de Poussin et l'autoportrait de Rembrandt, parce que est-ce qu'on ne peut pas avoir plus différent dans le style, dans l'homme, dans l'approche, même dans les couleurs utilisées. Là aussi, hein, deux manières complètement différentes de se représenter. Poussin, qui s'est très peu représenté, qui visiblement n'aimait pas l'exercice, et vous savez sans doute que ce très célèbre autoportrait a été commandé par son ami, celui qui lui a permis aussi d'être financièrement autonome. Donc, et le sujet de cet autoportrait, c'est justement l'amitié. Hein. L'artiste se représente avec à la fois la main sur ce carnet de dessin, hein, le dessin comme mère d'inspiration, avec ses tableaux à venir, et on a l'impression que le sujet de la peinture et le sujet de l'autoportrait, c'est justement la pensée et la conception des tableaux à venir, et cette allégorie hein, qui est commentée à l'époque même de Poussin, c'est la raison pour laquelle on en connaît le sens, d'une allégorie de la peinture embrassée par l'amitié, mais qu'on comprend parce que c'est une commande faite par son ami qui voulait avoir cet autoportrait. Alors que le cas est complètement différent avec Rembrandt, vous savez, c'est avec Picasso et Van Gogh peut-être l'artiste qui a laissé le plus d'autoportraits, qui a passé toute sa vie à scruter et à scruter ses traits. Là, il s'agit d'un portrait de vieillesse, hein, vers 1660, un morceau de virtuosité de peinture. Et là aussi, où l'artiste qui, bon, c'est dans sa vie, nous le savons, un moment où il a été ruiné et où il ose se représenter, donc en tenue négligée. Donc une espèce de robe de chambre avec, vous voyez, ce linge de nuit sur la tête. Et puis, il se présente en train de nous regarder. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire un autoportrait. Donc, ce qu'il y a devant lui, sur la droite à l'écran, c'est la toile ou c'est le miroir dans lequel il se regarde? Parce que pour faire un autoportrait, il faut bien entendu se regarder. Vous voyez, donc il y a tout ce jeu de l'artiste se regardant et se donnant comme sujet de la représentation. Alors, il n'y a pas plus différent que l'autoportrait de Vigée-Lebrun ou de Delacroix. C'était très intéressant parce que vous savez, une exposition, c'est très concret, elle se pose des questions de lumière. Et on a essayé de mettre la même lumière sur tous ces tableaux. Eh ben, impossible. Impossible. La gamme chromatique de Rembrandt est incompatible avec la gamme chromatique de Vigée-Lebrun ou de Delacroix. Et c'était très intéressant de le tester. Vigée-Lebrun qui aussi s'est souvent représenté.
Ça permet de nouveau, fil conducteur, de parler des artistes femmes et de leur place au sein de l'Académie. On va voir son morceau de réception dans quelques instants. Donc, qui, à la fois, c'est souvent représenté en tant que mère avec des enfants. Alors, ça correspond bien entendu à la sensibilité du XVIIIe siècle. Et vous avez ce magnifique autoportrait avec sa fille. Elle semble ainsi correspondre à ce qu'on attend d'une représentation d'une mère de famille, mais elle présente ici cet autoportrait au Salon de 1786 et qui est un morceau de virtuosité dans la représentation des gammes chromatiques vertes, bleu-vert, bleu-canard, et virtuosité aussi dans la représentation, bien entendu, des textures. Alors ce très célèbre autoportrait de Delacroix aussi a été très commenté, donc vous verrez dans l'exposition que notamment pour les autoportraits apparaissent des textes qui ne sont pas des cartels, mais qui sont des œuvres littéraires parfois inspirées par ces autoportraits. Vous savez que Delacroix a d'abord voulu être un écrivain. Nous le savons, il le dit dans son journal. On a d'ailleurs publié récemment certaines de ses pièces qui sont rentrées dans les collections du Musée national Eugène Delacroix qui nous est rattaché. Et Delacroix a laissé ce journal qui a été publié après sa mort. Et finalement, il y a une trace, une empreinte littéraire de Delacroix aussi forte que son œuvre peinte, dans la mesure où toute une génération d'artistes qui ne l'ont pas connu, notamment à la fin du XIXe siècle et encore dans le premier XXe siècle, qui ont pensé la théorie de leur art, qui ont pensé le métier de peintre par le journal de Delacroix. Et ça explique aussi l'histoire si singulière du dernier atelier de Delacroix, qui est aujourd'hui le musée national Eugène Delacroix, parce que je vous rappelle que ce musée il a été sauvé dans les années 1920 de la destruction par des artistes comme Maurice Denis, qui n'ont jamais connu, vous pouvez bien le comprendre, Delacroix, mais qui par le journal, donc par la littérature, et Delacroix est un très grand écrivain, donc ont accéder à une forme de théorisation et donc de reconnaissance de la figure de l'artiste. Alors après, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur le physique de cet homme, aussi sur sa situation sociale, donc un rapport au père complexe, et on voit combien, comme chacun d'entre nous sans doute, donc on voit bien combien cet autoportrait aussi est d'abord une affirmation de soi. Alors c'est ce genre de l'autoportrait qui devient un genre en soi, en peinture comme en sculpture, il est d'abord et surtout présent en littérature. Dans ce texte de Pic de la Mirandole, on voit comment, à la Renaissance, en fait, le moment décisif, c'est que l'écrivain s'autonomise et se laïcise. Pic de la Mirandole évoque la place de l'homme au centre de l'univers et capable de disposer du pouvoir arbitral de se modeler et de se façonner lui-même. À partir de la Renaissance, les écrivains mesurent le monde autour d'eux et ils en sont le centre. Ce qui ajoute à la stature de l'écrivain et à son autonomie, c'est évidemment l'imprimerie. À partir du moment où les grands écrivains peuvent faire publier, republier leurs œuvres, ils vont constituer des recueils d'œuvres complètes et ils vont faire précéder ces recueils d'œuvres complètes d'une petite notice sur leur personnalité, sur leur trajectoire, avant que ça devienne une vraie autobiographie. C'est avec la Renaissance, et donc après Pic de la Mirandole, Montaigne, que, au fond, l'écrivain s'autorise l'autoportrait, qui ouvrira après la voie à l'autobiographie, comme chez Rousseau. Et donc les écrivains ont envisagé d'abord l'autoportrait comme une analyse morale de l'humaine condition. C'était des portraits de moralistes pour dégager les principaux traits de caractère de l'individu. Et à partir de là, ils vont pouvoir évidemment assumer leur personnalité d'artiste et se présenter comme de grands créateurs. C'est ce que montre le portrait de Delacroix.
Alors la troisième section de l'exposition, après cette traversée dans l'histoire de la signature, et cette traversée certes limitée, mais ô combien bien illustrée de l'autoportrait, se propose de s'intéresser justement aux vies d'artistes. Parce que là aussi, il existe un genre littéraire qui nous vient de l'Antiquité, qui est celui de la biographie des artistes. Donc c'est paradoxal par rapport à ce que je vous disais en introduction, puisque je vous ai expliqué que même dans le monde grec, les artistes n'existaient pas. Et pourtant, s'ils n'existaient pas dans la société grecque, il existe dans la littérature grecque, puisque en effet, à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, naît une histoire de l'art, essentiellement autour d'Alexandre le Grand dans un premier temps et ensuite de ses successeurs, ce qui explique que finalement la littérature antique nous a laissé une connaissance des artistes du temps d'Alexandre le Grand plus grande, c'est parce que l'histoire de l'art naît à ce moment-là, et que du coup un certain nombre d'œuvres littéraires ont eu pour objet la vie de ces artistes. Alors la plupart de ces textes ont complètement disparu. Nous en connaissons essentiellement des bribes ou des extraits par des hommes de lettres de l'époque romaine, essentiellement Pline l'Ancien, donc au 1er siècle après Jésus-Christ, ou le Pausanias que je citais tout à l'heure au 2e siècle après Jésus-Christ. Pline écrit en latin, Pausanias en grec. Et alors il nous rapporte ce qu'on a eu tendance à considérer comme des anecdotes de vie d'artistes. Ne nous trompons pas, de quoi s'agit-il ? Il ne s'agit pas d'anecdotes, il s'agit d'une manière de théoriser les arts, cette même revendication. Et on voit que si dans la société grecque, même du IVe siècle avant Jésus-Christ, ces artistes n'étaient pas véritablement reconnus comme artistes, l'histoire de l'art et la commande royale a progressivement donné une autonomie à certaines de ces personnalités, au point que ces éléments de leur vie ont permis justement une certaine théorisation de leur art. Alors on le fait rapidement, à la fois à travers la personnalité d'un sculpteur qui m'est cher, qui est Praxitèle. Vous avez peut-être vu l'exposition qu'on avait pu faire avec Alain Pasquier ici même en 2007. Et honnêtement, Praxitèle, c'est un nom qui nous est laissé et qui nous est donné par la littérature antique. Mais des œuvres de Praxitèle, elles nous échappent presque entièrement. Et en revanche, donc, par la littérature, il y a un certain nombre de ce qui est considéré comme une théorie de l'art qui apparaît. C'est le cas, par exemple, avec des œuvres comme celle-ci. Vous avez ici sur la gauche une œuvre donc, qui appartient à la collection du cardinal de Richelieu, que Richelieu a acheté à Rome. On a la chance d'ailleurs de posséder le carnet de commandes donc, au département des arts graphiques, donc on sait comment il a choisi ses œuvres. Donc une œuvre antique, romaine, vraisemblablement du IIe siècle après Jésus-Christ, achetée à Rome par Richelieu au début du XVIIe siècle et qui a orné son château en Poitou. Cette œuvre est d'ailleurs assez médiocre, hein, c'est pas un chef-d'œuvre de la sculpture antique, très composite, puisque la fabrique de l'antique à Rome, au XVIe ou XVIIe siècle, fait qu'on ramasse, on fait le feu de tout bois, hein, et on ramasse un peu ce qu'on a, notamment, vraisemblablement, ici, cette tête n'est pas antique, le Cupidon ou l'Éros, là, n'est pas antique non plus. Voilà, on a fait une Aphrodite. Mais ce qui est très intéressant, c'est que sur la plainte, vous avez une signature en grec, qui est vraisemblablement une signature moderne, donc qui écrit, ou vous pouvez lire, si vous lisez le grec, Praxitèle et Poiesen, c'est-à-dire Praxitèle a fait. Et cette Vénus est considérée, en effet, et est achetée par le cardinal de Richelieu comme une Vénus de Praxitèle. Et on venait, les descriptions du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle montrent que cette œuvre était très très célèbre à l'époque moderne, donc on venait à Richelieu pour voir cette Vénus de Praxitèle. Alors à quoi ça fait référence ? Ça fait référence en fait à un texte qui raconte, donc c'est chez Pline l'Ancien, que Praxitèle avait pris comme modèle une courtisane qui s'appelait Phryné, que cette courtisane lui avait permis de réaliser la première représentation d'Aphrodite nue, qu'il avait présentée à une commande qui lui était faite par les habitants de Cos, qu'il l'avait refusée et qu'il avait eu à faire une deuxième Aphrodite vêtue. Et c'est à cela que fait allusion l'inscription, puisque c'est une manière de rendre vivant cette Aphrodite vêtue de Cos. Mais là, au-delà, ce ne sont pas des anecdotes. On apprend grâce à cela que Praxitèle travaille sur le modèle vivant, que c'est lui qui choisit ses sujets,
et qu'il n'est pas soumis à une commande, et qu'il a l'audace et l'inventivité. Donc apparaît une personnalité artistique, et vous comprenez pourquoi ces histoires ont été répétées. Parce que pour les artistes du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe siècle, ils sont soumis aux mêmes contraintes. C'est-à-dire qu'ils vivent de la commande des grands, de l'Église, voilà. Ils vivent aussi de leur rapport à la nature et au modèle. Donc voilà. Donc, se met en place progressivement une théorie de l'art avec cette survivance de cette littérature antique. Bon, on a pu exposer également ce très beau Pradier qui permet d'évoquer cette autre anecdote justement de Phryné se dévêtant devant ses juges puisqu'elle était accusée d'impiété. Et cette question, donc, vous voyez, de la présence, de la survivance de la littérature antique, pour le dire autrement, l'art antique avait disparu. Et parce que l'art antique avait disparu mais était présent par la littérature, cette survie dans la littérature a été très féconde. Donc c'est une fécondité de l'absent qui fonde finalement le rapport de l'art occidental à l'Antiquité. Et dans un musée comme le Louvre, c'est important de rappeler justement, parce que souvent, parce que je suis spécialiste d'art grec, on me dit ah ben oui mais vous mettez de l'art grec parce que c'est votre spécialité, que vous aimez bien ça. Non, c'est rien comprendre à la profondeur c'est rien comprendre déjà à la manière dont je travaille, mais ça c'est autre chose. Mais c'est surtout rien comprendre à la profondeur de la place de la culture antique dans l'art occidental, parce que cette place elle est particulière. L'art africain, l'art chinois, c'est très bien, mais par rapport à l'art occidental, ça n'a pas la même fécondité. Et cette fécondité de l'absent, on la retrouve bien entendu dans la littérature. Et donc, dans ce texte d'Oscar Wilde, ce qu'on voit, c'est que effectivement, c'est la littérature qui véhicule les modèles d'inspiration pour les artistes, et qu'en fait, il s'opère un renversement dans la mesure où, au XIXe siècle, finalement, ce sont les peintres qui vont devenir les héros de grands romans du XIXe siècle et incarner ce travail qui a consisté à imiter les modèles anciens, que ce soit pour le peintre, le sculpteur ou pour l'écrivain, et à partir du modèle ancien, d'inventer. Dans ce texte d'Oscar Wilde, c'est extrêmement clair. Il s'agit du portrait de Dorian Gray, où le peintre a fait un très beau portrait, d'abord tout à fait classique, puisque Dorian Gray est évoqué en berger, Paris revêtu d'une délicate armure, etc. Et finalement, quand le peintre, héros du roman, se décide à faire un tableau qui exprime véritablement l'âme de son modèle, ce tableau vieillira, tandis que le modèle restera toujours jeune. C'est l'histoire conçue par Oscar Wilde. Mais ce que ça dit, c'est que désormais, les écrivains incarnent dans des peintres cette quête de la création artistique et cette volonté, à partir des modèles antiques, de chercher à imposer l'âme à la matière, l'esprit aux matériaux, qu'ils soient des mots, du marbre ou de la peinture. Et donc tous les grands écrivains du XIXe siècle ont pris les peintres comme héros, Oscar Wilde, Balzac, Zola. Donc on évoquait cette présence de cette littérature donc spécifique aux vies d'artistes de l'Antiquité. Donc on l'évoque avec certains sculpteurs, j'ai évoqué Praxitèle, mais aussi par la connaissance uniquement littéraire de la peinture antique. Donc on exposera alternativement un certain nombre de dessins qui permettent d'évoquer des personnalités comme Zeuxis ou comme Apelle, c'est-à-dire que cette grande peinture de chevalet du IVe siècle avant Jésus-Christ, donc qui n'est connue que par les descriptions. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est par la littérature et par des formes d'ekphraseis, c'est-à-dire de description, où les mots ont cherché à rivaliser avec la peinture, que l'on connaît la peinture antique. Et cette manière de connaître la peinture antique a été d'une extraordinaire fécondité. Donc du coup, là aussi, des anecdotes sur des peintres ne sont pas des anecdotes. C'est une manière de théoriser le métier et l'art de dessiner et de peindre. Donc, alors c'est Apelle et la maîtresse d'Alexandre Campas, c'est la question de Zeuxis et donc de son rapport à la nature. Enfin voilà, autant de manières
parce que les œuvres n'étaient pas là. Je pense qu'ils auraient été bien embêtés d'avoir des vrais tableaux grecs du IVe siècle avant Jésus-Christ. De toute façon, on n'en a pas. Donc voilà. Et donc du coup, ça a permis de théoriser l'art de peindre et de dessiner, et aussi c'est devenu des sujets. C'est-à-dire que ces vies d'artistes de l'Antiquité deviennent des sujets de peinture, de sculpture, de dessin tout au long de l'époque moderne. Alors bien entendu, dans cette troisième partie, on a évoqué cette littérature antique pour rappeler aussi l'inspiration d'une littérature qui apparaît et qui se développe au XVIe siècle, et à l'occasion de l'exposition Léonard. Donc Louis Franck, un des commissaires, a eu la possibilité depuis plusieurs années de travailler sur la traduction de la vie de Léonard par Vasari, que nous publions à cette occasion. Et de la même manière, les vies de peintres et de sculpteurs illustres de la Renaissance deviennent une manière de théoriser et donc de revendiquer la place des artistes comme des intellectuels. Et on a rassemblé un certain nombre d'images qui rappellent cette prétention intellectuelle de ces artistes. Vous avez ici un panneau de la collection Campana qui permet qui est une espèce de portrait des maîtres de la Renaissance, et vous y voyez notamment Magnetti, un mathématicien, parce que parmi les artistes de la Renaissance comme sur son modèle antique, place les mathématiques au cœur de sa conception du monde. Et là aussi, donc, Vasari et d'autres nous ont laissé ce qui est souvent considéré comme des anecdotes, mais qui n'en sont pas. Par exemple, le rapport de Giotto à la nature, ce qu'on raconte aussi de la manière dont comment Brunelleschi a conçu telle ou telle maquette. Voilà, autant de manières de théoriser. Et à propos de Michel-Ange, vous avez ici un portrait par Bandinelli. C'est l'occasion de rappeler que Michel-Ange a aussi été un très grand écrivain, et qu'il est en littérature italienne, parce que c'est intéressant de constater que non seulement l'imprimerie change donc la place des poètes et des écrivains dans la société, mais que l'émergence des langues communes, le moment que nous décrivons, le 15e, 16e siècle, hein, qui est le moment important de l'émergence de la personnalité artistique, c'est l'émergence aussi des littératures de langue espagnole, française, italienne, et on le sait peu en France, mais Michel-Ange est aussi un très grand poète et sans doute un des plus grands écrivains de langue italienne. Et alors parmi ces anecdotes qui sont autant de théories de l'art, il faut faire le tri, parce qu'on va jusqu'à des choses complètement fausses, hein. Sur ce plateau, par exemple, d'après Fragonard, épisode très célèbre. Alors il y a plein d'autres épisodes célèbres, hein, Raphaël avec sa maîtresse, François Ier qui avec Léonard, alors que ça n'a jamais existé, hein, donc François Ier n'était pas là au moment où Léonard est mort. Donc, et autre scène assez mythique, c'est Michel-Ange aveugle venant découvrir le torse du Belvédère. Michel-Ange n'a jamais été aveugle, donc mais vous voyez ce que ça dit de la relation entre le plus grand de tous les sculpteurs de son temps et cette référence à l'antique, donc qui est de nouveau marquée par le torse du Belvédère. Donc c'était une occasion, d'abord parce que, d'un point de vue simplement de l'iconographie, hein, ces sujets des vies d'artistes sont devenus aussi des sujets artistiques, mais aussi pour comprendre comment cette théorisation des arts a été rendue possible par ces biographies qui ne sont pas seulement des biographies. Alors nous avons voulu consacrer la dernière salle et finalement le cœur de cette exposition à la place particulière que tiennent les académies et l'exposition, donc le salon et donc le musée, dans cette émergence de l'artiste. Parce que il y a un lieu, et ce lieu, le Louvre, a joué un rôle particulier dans cette émergence de l'artiste. Nous avons voulu le rappeler avec l'Académie. Et si ce musée est aujourd'hui un musée, comme vous le voyez ici, c'est parce que les collections, quand la cour quitte le palais en 1682 définitivement pour Versailles, et donc à la fin du XVIIe siècle et pendant tout le XVIIIe siècle, les collections de l'Académie sont présentées au Louvre. Vous avez ici la salle dite actuellement salle de Diane, dans laquelle vous voyez les académiciens se réunir avec, en effet, la collection de moulages antiques qui sont partiellement conservés aujourd'hui dans la collection de la Gipsothèque du Louvre, dans les petites écuries de Versailles. Et vous voyez cette collection, notamment collection d'autoportraits ou de portraits des académiciens, parce que c'était un genre, quand on était académicien, on devait représenter un de ses confrères.
Donc, et vous savez, l'Académie a été aussi le lieu, l'Académie royale de peinture et de sculpture, donc créée en 1648, a été le lieu aussi de la théorisation des arts, puisque ces réunions étaient l'occasion donc de discours de réception des académiciens, mais également de discours théoriques, de commentaires des œuvres. Donc, à la fois par l'exposition au sein du Palais du Louvre et par cette communauté scientifique qu'ils formaient, les artistes de l'Académie ont largement contribué, et donc le Louvre, exposant cette collection, ont largement contribué à l'émergence donc du statut d'artiste. Et donc, vous avez entreaperçu dans l'esquisse que je vous montrais tout à l'heure ce grand tableau de Largillière représentant Charles Lebrun. Donc voilà un exercice finalement d'académicien, représenter un autre académicien. Vous avez ici l'autoportrait de Coisevaux ou le portrait par Coisevaux de Charles Lebrun. Là aussi, regardez ce que sont devenus ces portraits d'artistes. Quelle prétention! Quelqu'un qui ne sait pas qui est Charles Lebrun peut comprendre, rien que par la position, la taille du tableau, qui est normalement réservé à la famille royale. Donc la prestance, assis quasi sur un trône, même s'il montre l'auteur de son succès, qui est à l'origine de cette place, il montre Louis XIV. Donc voilà. Et théorie des arts, enfin je ne vais pas faire le commentaire de tout ce tableau, mais ce qui est intéressant, que ce genre du portrait, qui est devenu un genre obligatoire, a contribué tout au long du XVIIe et XVIIIe siècle donc à placer l'artiste, et notamment l'académicien, donc comme un artiste et un intellectuel, pas comme les autres. Alors ces questions des académies, là on a fait quelque chose autour de l'académie française, mais il existe d'autres formes d'académies. Elles naissent dans l'Italie des 15e, 16e siècles, d'abord autour de poètes et de mathématiciens, qui ensuite s'adjoignent d'autres intellectuels et donc des artistes. Vous avez ici un autoportrait de Melendez. Donc, il existait des académies espagnoles, et ici un autoportrait d'une des rares femmes académiciennes au XVIIe siècle. Il s'agit de Madame Chéron, qu'on a voulu rassembler aussi pour montrer ce qu'est ce genre de l'autoportrait d'un académicien qui se présente avec ce qu'on va finir par appeler une académie. On va finir par appeler une académie ce dessin, puisque bien entendu, pour rentrer dans ces académies, il faut maîtriser son art, et pour maîtriser son art, on doit être capable à la fois de dessiner d'après le modèle vivant, c'est ce que Melendez montre. Vous voyez ici un dessin d'après un modèle vivant, mais Madame Chéron, elle, n'a pas le droit au modèle vivant. Elle montre, si vous vous approcherez du tableau dans la petite galerie, le dessin d'après l'antique. Et vous comprenez comment est d'après la sculpture. Et Madame Chéron est rentrée en effet à l'Académie en montrant cette maîtrise du dessin d'après la sculpture. Donc les artistes sont devenus à ce point des personnalités autonomes que par ces académies, qui est une manière aussi différente de structurer leur compagnie, ils peuvent prétendre à cette forme de représentation qui est devenue un code. Et il est intéressant de constater que, à la fois, cette théorisation des arts par l'Académie et cette manière de se représenter, a bien entendu d'abord un frère aîné, c'est l'Académie française, et donc la question du rapport des écrivains à la langue française. On peut dire que comme pour les arts de la peinture, de la sculpture, il y avait déjà, depuis la Renaissance, beaucoup de petites académies de lettrés dans toutes les provinces françaises. Tous les notables et lettrés de la région participaient à une académie, et elles ont joué un rôle très important au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle pour faire connaître les écrivains. Par exemple, vous savez que Rousseau s'est fait connaître en concourant sur le sujet proposé par l'Académie de Dijon pour savoir si les sciences et les arts pouvaient être une source de progrès pour la société. En répondant très clairement non, voilà. En répondant très clairement non, Rousseau s'est fait connaître, alors qu'avant, il peinait vraiment à se faire connaître comme philosophe et comme écrivain. Ce qu'on peut dire, et qui est peut-être différent de l'Académie de peinture, qui a une vocation à théoriser, à enseigner aussi et à faire connaître des peintres, c'est que l'Académie française, organisée par Richelieu, a une vocation beaucoup plus conservatrice, puisqu'il s'agit de protéger la langue. Il s'agit vraiment de conserver
l'état et la richesse de la langue française. Et donc, ça explique peut-être qu'à ce titre, elle a été plus conservatrice que l'Académie de peinture, puisqu'elle a mis très longtemps à accueillir des femmes. Bien plus longtemps, il faudra attendre Marguerite Yourcenar. Et donc, l'Académie française est conçue pour garder, protéger la richesse de la langue française et d'autre part réunir des hommes de lettres déjà consacrés qui pourront aider le roi dans son gouvernement. Tel que la conçoit Richelieu, c'est le discours de réception de La Bruyère, hein, et d'autres écrivains. Ils se montrent à la hauteur par leurs compétences littéraires pour pouvoir aider le roi de France dans ses négociations, pour pouvoir diffuser la culture française à l'étranger. Donc, nous avons voulu montrer comment des lieux ont favorisé l'émergence d'artistes et leur positionnement social. C'est le cas donc de l'académie, des académies, et c'est le cas d'une forme particulière qui a tout son sens au Louvre. Donc, c'est l'occasion aussi de rappeler le cœur des missions du Louvre, qui est le salon. Vous le savez tous, je pense, ici. Donc l'Académie expose de 1737 à 1848, une fois par an, dans le salon dit carré, qui est quadrangulaire, comme son nom l'indique en ancien français, donc qui est une manifestation d'art contemporain. Parce que là aussi, hein, comme on raconte souvent n'importe quoi, il s'agissait d'art contemporain. Donc une manière de montrer la production des artistes pensionnés par le roi. Donc imaginez, c'est l'occasion de rappeler que l'Académie, ça a d'abord été une source énorme de liberté. Parce que ces artistes pensionnés, ils créent au Louvre. Donc il faut imaginer le Louvre à la fin du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle comme une fourmilière avec donc les appartements subdivisés. On sait, on a les plans, etc. Donc avec des vies de famille très complexes, etc. Parce qu'il y avait toujours leurs ateliers, des risques d'incendie, etc. Des gens qui se disputent pour avoir un plus grand appartement. Mais c'est une énorme liberté. Et on est un des rares musées dont on peut dire qu'une partie des œuvres qu'on expose ont été créées au Louvre même. C'est le cas de l'argenterie, des meubles, d'une partie de la peinture, de la sculpture. C'est-à-dire que ces artistes pensionnés par le roi, ils avaient leurs ateliers au Louvre. Et donc le salon était une fois par an une manifestation populaire, gratuite, qui attirait en quelques jours des milliers de personnes. Donc au point, c'était le chahut le plus complet. Vous en avez ici avec ces extraordinaires esquisses de Gabriel de Saint-Aubin, donc une vue, une rare vue, hein, où vous voyez en fait que les tableaux étaient accrochés toute hauteur des murs du salon, et c'est une des rares vues où on voit en effet une espèce de table où les morceaux de réception ou les éléments de sculpture sont représentés. Généralement, on voit souvent dans le salon uniquement les peintures, mais il faut imaginer, on a peine à comprendre comment la sculpture était présentée. Donc le salon a été le lieu de l'affirmation donc d'une personnalité artistique, parce que les morceaux de réception à l'Académie étaient présentés, parce que, pardon de le dire en des termes anachroniques à nouveau, on pouvait faire un coup en présentant une œuvre d'exception au salon. Et donc on voit bien que dans l'histoire de l'art et des arts en France, ce salon a joué un rôle dans l'émergence des figures artistiques. Je vous en donne ici deux exemples avec des artistes femmes. Ça fait bien rire ma femme de me voir tenir ce discours féministe. Vous avez ici le morceau de réception de Madame Vigée-Lebrun, celle dont on a déjà vu un autoportrait. Donc elle a présenté à l'Académie en 1780 et qu'elle a présenté au Salon de 1783. Or, parce que, bon, il y a plusieurs raisons, hein, bien sûr d'abord sociales, mais aussi une raison un peu technique, c'est que parce que les femmes n'accédaient pas au modèle vivant, disons qu'elles étaient moins nombreuses à prétendre à maîtriser complètement les formes de l'anatomie. Et la plupart du temps, les femmes qui candidataient pour entrer à l'Académie candidataient dans les catégories, parce que l'Académie, ça va avec aussi une hiérarchie des genres, donc candidataient dans le genre de la nature morte, de la peinture de paysage, voire de la peinture de fleurs. Alors, ça ne veut pas dire que c'était parce qu'elles étaient incapables de faire autre chose, mais bon, voilà, il y a à la fois un positionnement social et aussi une maîtrise donc liée à l'absence de leçons d'après le modèle vivant. Or, Madame Vigée-Lebrun, elle ose candidater à l'Académie par une peinture d'histoire, le niveau le plus reconnu donc de la peinture dans les genres. C'est-à-dire, vous avez ici son morceau de réception, donc la paix ramenant l'abondance, où elle montre à la fois
C'est quoi un peintre d'histoire? C'est quelqu'un qui maîtrise l'iconographie, donc qui a lu les traités d'iconologie, qui est capable en effet de comprendre que pour représenter la paix, il faut savoir qu'elle est présentée avec le laurier, voilà, bon, voilà, toute la description, l'abondance, voilà, et qui est capable aussi de montrer son savoir-faire technique. Regardez et admirez les palettes de couleurs. C'est là aussi une leçon de savoir-faire avec les couleurs froides et les couleurs chaudes en opposition. Et elle a été reçue donc dans la catégorie des peintres d'histoire. Donc, même si après, comme vous le savez, a été connue surtout pour ses portraits. Mais voilà un moment où, au Salon de 1783, bon, elle a osé donc présenter cela. Autre tableau qui est devenu célèbre pour de bonnes ou de mauvaises raisons, peu importe. L'essentiel, c'est que c'est un très beau tableau qui soit devenu célèbre, qui est de nouveau une artiste femme, Madame Benoît, qui expose au Salon de 1800 ce portrait d'une jeune servante noire, esclave de son frère, dont on sait maintenant, grâce au travail fait par nos collègues à l'occasion de l'exposition Le Modèle Noir au musée d'Orsay, qu'elle s'appelait Madeleine. Donc, alors là aussi, pas de mauvaise interprétation. Le tableau n'a pas scandalisé parce qu'il représentait une femme noire. Donc, d'abord, il y avait très peu de personnes de couleur en métropole à cette époque. Non pas non plus parce qu'on osait représenter une esclave, mais surtout parce que voilà qu'une femme présente un modèle femme, c'est-à-dire que cette femme a accédé à un modèle. Alors c'est assez modeste, parce que Madame Benoît, elle est allée chercher le modèle dans son cercle familial. Et si elle a peint cette femme, c'est bien parce que c'était la servante de son frère. Donc une femme en ce début du 19e siècle n'accède toujours pas au modèle vivant dans des ateliers. Mais elle a pu accéder à ce modèle vivant qui se dénude devant elle. Après, c'est un extraordinaire morceau de peinture d'abord, puisque bien entendu, là aussi, il faut regarder la gamme chromatique. Peindre des blancs, peindre des noirs, c'est un défi pour chacun des peintres. Et là, bien entendu, elle inverse les valeurs en mettant ces carnations particulièrement soulignées par ce vert bleu canard là qui très davidien comme l'est également le fond. Et là aussi, donc, c'est par l'exposition au salon, c'est-à-dire par l'exposition à la critique, donc, et au livret de la critique, que un tableau comme celui-ci est devenu célèbre. Comme l'a été également ce tableau d'Ary Scheffer, présenté donc également au salon, portrait de Félicite Fauveau. Alors Félicite Fauveau, nous venons d'acquérir une de ses œuvres, artiste femme sculptrice, puisqu'il faut dire sculptrice, donc extraordinaire, enfin une vie de roman. Donc nos collègues d'Orsay avaient organisé une exposition sur elle. Bon, voilà. Alors, correspond pas complètement à nos normes, parce qu'elle est à la fois révolutionnaire et réactionnaire. Alors, dans notre vision simpliste de la politique, ça semble antinomique. Ça ne l'est pas au 19e siècle, ni de nos jours d'ailleurs. Et voilà cet artiste qui est représenté, qui s'affiche aussi. Elle défrayait un peu la chronique, parce que comme vous le voyez, elle fait un métier qui est généralement plutôt un métier d'homme, donc celui de sculpteur, et Scheffer la représente donc en tenue de travail, donc les cheveux relevés, voilà, donc ne correspondant pas bien entendu au canon qu'on attend d'une femme de la haute société, puisque bien entendu Félicite Fauveau appartient à la haute aristocratie française. Donc une histoire rocambolesque, mais ce tableau aussi a fait beaucoup parler de lui, mais d'abord parce qu'il a été exposé au salon et par la personnalité de cette Félicie de Fauveau. Donc le salon a été aussi un moment de reconnaissance des artistes. Vous avez ici une de ces machines faites à l'occasion du salon, donc présentée au salon de 1827 et représentant le salon de 1824. Donc, et où le moment où le roi Charles X récompense le sculpteur Cartelier, parce qu'il faut imaginer que non seulement c'était une manifestation populaire, mais ça a été le moment aussi où le roi, et plus tard donc l'État, donc passe commande de certaines œuvres et les envoie en région. Donc le salon donc, a été un moment particulier de la vie artistique française, et il est intéressant qu'il quitte le Louvre, le salon, donc en 1847-48, donc voilà une peinture humoristique, parce que bien entendu au moment où le musée s'ouvre au grand public. Comme si l'ouverture au public, vous savez, le Louvre a été créé en 1793, mais d'abord pour les artistes, pour permettre la copie. Sur une décade révolutionnaire, il était ouvert 9 jours pour les artistes et 1 journée seulement pour le public. Ce n'est qu'avec l'exposition universelle de 1855, la première exposition universelle de Paris, donc que le musée est ouvert tous les jours au public. Donc là aussi, petite digression méthodologique, c'est bien le tourisme de masse qui crée le musée,
contrairement à ce qu'on n'arrête pas de nous dire. Donc, puisqu'avant, il n'était pas ouvert au public. Et donc, vous voyez la réaction un peu amusante des artistes en 1847, et l'exposition se termine sur ce tableau, qui montre, on croirait lire le Figaro ou le Parisien de cet été. Vous voyez en tenue, en redingote rouge, des gardiens du musée, bien entendu criant, poussant la foule. Vous y voyez la foule accumulée dans la grande galerie, ne regardant rien. Alors vous avez une catégorie de personnes. Donc vous avez les étudiants à gauche qui ne regardent même pas les œuvres, qui sont venus pour draguer donc au musée du Louvre. Vous avez les enfants qui n'ont pas leur place dans un musée, bien sûr, donc qui piaillent, qui crient, qui embêtent tout le monde. Donc vous avez ce monde entre les deux, le monde des modèles. Vous voyez au milieu un personnage, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, qui est en train de se regarder parce qu'il a servi de modèle au tableau qui est accroché. Et puis vous avez l'amateur, celui qui est tout en noir, là, qui est accroché à sa liste d'œuvres qu'il doit voir, qui lui est comme isolé dans ce monde de brutes. Donc vous voyez, le Louvre d'hier, c'était déjà le Louvre d'aujourd'hui. Et donc, le salon marque aussi vraiment un moment très intéressant pour des rapports entre la littérature et la peinture, parce que si, dès l'Antiquité, le poète est le modèle de l'artiste et représente la figure que veut atteindre tout peintre, il se trouve qu'avec les salons de peinture, les artistes peintres proposent alors à la littérature un nouveau genre. Et donc, en quelque sorte, la peinture rend à la littérature ce qu'elle lui avait prêté ou offert, qui était la fable et les sujets de la mythologie et le discours sur l'art. Et c'est la peinture avec les salons qui va inspirer à Diderot ces grands recueils de critiques picturales dont vous avez un extrait ici. Et à propos duquel il faut bien penser que Diderot décrivait les tableaux qu'il voyait au salon à des gens puissants dans les cours européennes qui voulaient acheter des tableaux. Il leur décrivait, et sans que le public, ce public qui allait le lire, ne les ait vus. Et donc là où, dans l'Antiquité, Homère imaginait le bouclier d'Achille, suggérant aux peintres et aux artistes des œuvres de virtuoses, Diderot, lui, transcrit les tableaux au plus près, ou plus exactement les fait parler, et va essayer de transmettre l'expérience esthétique qu'il en a à ses lecteurs. Et donc, en quelque sorte, le salon marque ce renversement extraordinaire où, avec la peinture, naît un nouveau genre littéraire qui aura beaucoup de succès avec Baudelaire, qui sont les salons littéraires. Alors, nous avons été trop longs, mais ces expositions sont faites aussi pour ouvrir les collections du musée à toute forme d'enquête et de curiosité. Donc nous avons pu le faire, et vous retrouverez cela dans le catalogue, grâce à une œuvre qui, pour notre sujet, est particulièrement pertinente, que sont ce poème « Les phares » de Baudelaire, qui permettent à la fois, donc, qu'est-ce que Chantal vient de dire, comment décrire, évoquer des œuvres donc, et les rendre par des mots sensibles. Donc on s'est prêté à l'exercice. C'est tout Rubens en 2 vers, c'est tout Léonard en une strophe, c'est Rembrandt évoqué par quelques mots, c'est Michel-Ange également, c'est Watteau évoqué, c'est également Goya, et bien entendu Delacroix. Et donc on vous invite ainsi à relire les phares et à parcourir les collections du musée du Louvre grâce à lui. Et donc il y a beaucoup de choses qui sont prévues autour de cette exposition, qui dure donc exceptionnellement longtemps, hein, puisque comme toutes ces expositions de la Petite Galerie, elles ouvrent en septembre et elles ferment en juin, début juillet. Donc je vous invite à voir toute la programmation, puisque la question donc de la représentation, notamment dans le domaine du cinéma, est particulièrement intéressante, puisque les cinéastes ont également se sont donnés eux-mêmes comme objet de leur cinéma.
eh bien, je vous invite de nouveau à parcourir inlassablement donc, les salles de notre musée. Merci.